Et une des grandes erreurs du gouvernement français, c'est de ne pas avoir compris, de ne pas avoir voulu faire comme en Afrique noire, découper. Vous savez, ce qui m'amusait quand j'étais petit, quand je voyais les pays en Afrique noire, c'était carré comme ça. Le Nigeria était carré, le Dahomey était... Tandis que là, on a voulu faire la même chose. Et dans l'histoire, vous le savez bien, l'Afrique du Nord, c'est quoi? Soit 4 pays, quoi 2 pays, ou 2 pays. On n'a jamais eu 3. Et là, la première chose qui était à faire, c'est donner une existence à la Kabylie, qui est un pays complètement à part, et une existence au pays chaouia, qui est également un pays à part. Et des pays qui ont tout le temps résisté à la domination arabe. Et c'est tellement vrai quand on parle des soulèvements de 70, 1870. Il faut savoir qu'il y a 3 origines. La première, décret Crémieux. Ce décret Crémieux a été une erreur. Il fallait mieux l'adapter. Parce que tous les notables musulmans qui avaient toujours considéré les juifs comme des sous-citoyens se trouvaient en fait en position de sous-citoyens par rapport à ces juifs. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand on a enlevé les administrateurs militaires qui venaient avec leurs éperons, leurs galons. Et c'est vrai que dans l'âme d'un peuple, c'était quand même un peu des primaires. Ces galons et ces trucs, ça avait d'importance. Et la troisième raison, c'est qu'on avait nommé, parce que c'est des fidèles amis de la France, on avait beaucoup nommé d'Arabes dans des postes de cadi. Et le caïd. Et ça, il avait là. Et il est certain qu'à l'heure actuelle, vous le savez peut-être, que depuis 5-6 ans, le kabyle, la langue kabyle ne s'écrit plus en langage arabe. Elle s'écrit en lettres romaines. Parce qu'il y avait vraiment un rejet de ce monde-là. Et c'est vrai que on a commis cette erreur. Et le sud, Constantinople, Lorès et Memacha, qui était un pays très peu islamisé, c'est le gouvernement de la Troisième République qui a construit la première mosquée à Batna en 1886. Il n'y avait pas de mosquée jusque-là. Et quand on parle des cours d'amour de Lorès, et c'est vrai que c'était des villages, alors qu'il faut savoir chez les Chaouia, les villages étaient des petites démocraties. On élisait le chef de village. Avec un progrès sur les Kabyles, qui élisait le chef du village dans la famille. Tandis que chez Chaouia, vous présentiez, si vous aviez le baratin nécessaire, vous étiez le chef de village. Et comment différencier les femmes? En pays Chaouia, les femmes, elles n'ont jamais mis de voile. Quand vous étiez à Batna, vous voyez une femme avec le haïk noir, et comme ça se fait dans le Constantinople, elles ont le haïk noir avec le foulard, avec le voile. Les femmes kabyles, elles ont les robes à fleurs avec le truc dans les cheveux, là, l'espèce de foulard dans les cheveux. Elles étaient jamais. Jamais, c'était un monde. Et elles avaient, en plus de ça, en coutume chaouia, la femme a une existence légale. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, quand vous allez en Algérie, beaucoup de gens vont à Tibgad, ils arrivent à y aller, mais essayez d'aller à Ngaous ou dans des coins comme ça, la gendarmerie algérienne dit on se lave les mains, vous n'y allez pas. C'est des gens qui sont en éternelle rébellion. Et l'image que je garde moi, de ce pays où j'ai terminé mon service militaire, c'est l'image entre Kinchla et Batna, quand on est parti, on s'est sauvé en fait, sur les collines, tous les gens qu'on avait implantés en groupe d'autodéfense étaient avec des drapeaux et des pancartes, il faut que la France reste. C'est tous des gens de ce pays, Chaouia, qu'on avait implanté en groupe d'autodéfense. Le pays avait été quadrillé, donc il était... Autant la rébellion avait commencé dans ce coin-là, autant elle n'existait plus en 1962. Donc, tous ces gens-là, c'était des gens qui avaient... Ils sentaient ce qui arrivait, c'est l'histoire du MNA du reste, qui avait une majorité de Kabyles Chaouia. Ils le sentaient nettement, et moi, les derniers temps que j'étais à l'armée, j'avais rencontré des gars du MNA, dit on pourrait faire front commun contre le FLN, parce qu'ils sentaient qu'il y allait y avoir un véritable les concernant. Et en fait, l'arabisation, c'est bien ce que voulait faire Boumedienne, c'est ce qu'il a voulu faire, c'est l'arabisation. Est-ce que les harkis ont été recrutés de préférence dans ces populations? Non, un peu partout. D'accord. Un peu partout. Alors, les harkis, je vais encore être méchant. Les harkis
avait un avantage par rapport aux groupes d'autodéfense, c'est qu'ils dépendaient de l'armée. Les groupes d'autodéfense étaient mis en place par l'armée, mais dépendaient de la préfecture. Et s'il y a eu des massacres après 62, ce sont les groupes d'autodéfense. Les harkis ont subi le vouloir de leur colonel. Parce qu'une harka était toujours attachée à un régiment. Si le colonel voulait les rentrer, ils sont rentrés. S'il n'a pas voulu les rentrer, ils avaient laissé sur le bord de la route. Bon. Alors maintenant, les harkis étaient engagés partout. Dès l'instant où un village, pour des raisons... Enfin, vous savez, moi j'ai travaillé un peu au 5e bureau, il y avait des bavures de tous les côtés, il y avait donc des bavures du FLN, comme il y avait des bavures de l'armée française. Il est certain que le FLN, quand il allait dans certains villages qui résistaient un peu, il commençait par violer les femmes. Ce qui créait un bon contexte pour implanter une harka. Logique. Bon, alors le problème, c'est que il s'engageait sur un an. Mais s'il s'est engagé sur un an et qu'il restait, il serait engagé, ils étaient dispensés de service militaire. Pourquoi ils restaient dans les harkis? Devinez. Parce qu'au service militaire, ils n'étaient pas payés. Quand les harkis étaient payés. Vous voyez le cheminement. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on plastronnait, après 58, même avant, un ralliement d'un groupe. Une fois sur deux, le ralliement, c'est des harkis qui avaient déserté 3 mois avant, qui avaient vendu les armes au FLN et qui s'étaient ralliés à l'armée française. Alors, il est vrai qu'en pays Chaouia, en pays kabyle, les désertions étaient quasiment nulles. Parce que les Berbères, les Chaouia, les Kabyles, ce sont des gens qui n'ont qu'une parole. Ils n'ont qu'une parole. Ou ils étaient contre vous, ça devenait un grand chef de l'ALN, ou ils étaient avec vous, et vous suivez. Moi, j'ai eu dormi en fin 61, en pleine Cambrousse, dans la région de Kachla, avec 150 harkis, on était 3 Européens. Et je peux vous assurer qu'on dormait tranquille. Parce qu'on savait qu'on n'aurait rien. Je ne l'aurais pas fait au-dessus de Rio Salado ou à côté de Mostaganem. Mais là, je savais comment ils étaient. Et je vais vous donner un exemple que je cite toujours. Je me suis donc occupé pendant 20 mois des populations musulmanes. Occupé, quand j'ai occupé, on peut appeler ça du paternalisme, quoi, parce que je faisais tous les papiers. Et ils avaient à l'époque la possibilité d'avoir un sursis pour ne pas faire le service militaire à temps, si on avait un frère sur le drapeau. Alors quand on est étudiant, c'était l'article 23, et quand on a un frère sur le drapeau, l'article 22. Donc ils arrivaient et ils disaient j'ai un frère sur le drapeau. Quand c'était un arabe des villes, Constantine, Oran, Alger, ils disaient bon, tu demanderas si tu présentes son corps à ton frère, dès que tu en auras, tu partiras. D'accord. En revanche, quand les Chaouiens ils arrivaient, ils disaient mon frère sur le drapeau. Si tu m'emmènes un papier, comme quoi ton frère sur le drapeau. Il venait 2 jours après avec la photo du frère en militaire. Tu vois, c'est mon frère. Eh bien, monsieur, je leur fais avoir le sursis comme ça. Après, on régularisait, nous. Mais ils avaient le sursis parce que je savais que c'était le frère. Qu'ils n'étaient pas assez roublards pour penser à ça. Parce qu'il faut voir dans quel état. Moi, j'ai eu cette chance de connaître Lorès et mes machins avant le début des Allemands. J'avais 14, 15 ans, 16 ans, j'avais avec mon beau-frère qui implantait des écoles. À Rin, Gauss, à Inzitoun. Je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient appelé ça Inzitoun. Il n'y avait pas un olivier. Mais c'était, vous savez, la plaine des plaines sèches. Là. Donc on implantait des écoles. Donc j'étais en permanence avec moi. Et j'ai la chance de connaître ce pays-là. Mais ils vivaient dans un... C'était pas du dénuement, mais ils vivaient avec des moyens extrêmement limités. Et moi, je me souviens, après mon capitaine, qui était Chaouia, qui s'appelait Yayaoui, mais qui s'était fait catholique, j'étais avec lui, et on partait en opération comme ça. Il me disait toujours, ah, toi, tu es un vrai Chaouia. Parce qu'on partait avec une gourde de 2 litres de thé, à l'époque, je fumais un paquet de cigarettes, et des dates. Et bien, avec l'équipe, on tenait 48 heures comme ça. On s'asseyait, et on chantait.
Ça, c'est des... Et alors, ce qu'il y a de fascinant dans ces chants, c'est que c'est les éléments extérieurs qui rentrent dans la chanson. Alors, ils sont assis comme ça, ils passent une hirondelle. Chauffe l'hirondelle dans le ciel. Et en s'asseyant, c'est comme ça. Alors, il faut être du cru pour rentrer dans le jeu. Moi, j'ai eu cette chance, ma mère travaillait à la poste, d'avoir été élevé jusqu'à 6 ans par une femme chaouia, que j'appelais Mamak du reste. Ma mère, j'avais un recul, elle prenait, elle me berçait. J'ai encore l'odeur de sa peau dans le nez. Elle avait un peu poivré, je l'ai encore. Elle me berçait comme ça. Jusqu'au jour où mon père me dit, il faut enlever ce petit de s'appeler Fatma, parce que finalement, c'est un vrai petit arabe. J'ai dit, il y a Mamak, bon. Mais c'est vrai qu'il y avait une façon d'être, de sagesse, d'attente, qui était fascinante. On s'asseyait, mais moi j'ai des photos, je suis assis comme ça, et les fusils, ils sont avec moi, et c'est vrai qu'ils vivaient. Alors on appelait ça du dénuement. Mais il faut savoir que il y avait quand même, pour une région, par exemple celle de Kinshla, il y avait, pour un territoire qui faisait la moitié d'un département français, il y avait 20 gendarmes et un docteur de colonisation. Et ce docteur de colonisation, il était chargé de 40 000 hommes. Pourquoi on n'avait pas deux? Parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité, c'est que les pouvoirs publics, la France, elles s'en foutaient complètement. Ils savaient que s'il y avait une guerre, ils pourraient les appeler en masse pour aller faire la guerre, mais le reste du temps, ils ne posaient pas de problème. Et j'ai une anecdote merveilleuse que m'a raconté un copain journaliste qui est mort maintenant, qui s'appelait Jean Brune. Il va avec Negelen, après les événements de 1945, avec Negelen, il s'en va dans l'Aurès. Et il faut savoir une chose, c'est qu'aux événements 1945, l'Aurès n'a pas bougé. C'est la Kabylie qui a bougé. L'Aurès n'a pas bougé, quasiment pas. Donc il s'en va dans l'Aurès avec des journalistes. Et il arrive à Ngaous. Je dis sur Ngaous parce que c'était vraiment particulier. Il y a Ngaous, il dit bon, commence, il touche des mains et il commence à distribuer les décorations. C'est ce qu'il faut. Et puis les chefs de tribu qui étaient venus avec les drapeaux, ils avaient une belle gandora, ils avaient un méchoué. Et puis ils commencent à discuter, un homme bien, Negelen, un homme bien, il avait compris pas mal de choses. Ils commencent à discuter et l'interprète dit, vous savez, je sais que la France veut faire un geste. Déjà, bien sûr, voulons vous faire un geste. Alors, un des chefs de tribu dit, voilà ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait un mouton, que vous donniez un mouton par famille. Et Negelen, qui est un homme de valeur, mais qui ne connaissait pas le pays, fait, on va vous donner mieux. Qu'est-ce qu'ils ont pensé tout de suite? Ils vont donner 2 moutons. On va vous donner une carte d'électeur. Et je vais vous dire, l'important de cette histoire, c'était en pays chaouia où les gens y votaient tout le temps pour le chef du village. Pour eux, ça ne voulait rien dire. Et ça a été le début d'un grand malaise. Parce que c'est vrai qu'ils étaient dans un état de dénuement total. Ils vivaient très petitement, ils mangeaient peut-être 2 fois de la viande dans l'année. Quand ce n'était pas de la chèvre, en plus. Là, il y avait un effort particulier à faire, qu'on a fait par ailleurs. Alors, on implantait des écoles. C'était bien d'implanter des écoles, il fallait. Mais les efforts qu'il fallait faire vers ce genre-là. Pourquoi? On avait en fait un double devoir les concernant. C'est que ces gens avaient fourni des troupes en 14 et en 39. Et vous avez l'anecdote du 3e tirailleur algérien. Vous connaissez les répartitions. 1, c'était Alger. 2, c'était Oran. 3, c'était Constantine. Après, quand on est doublé, c'était 4, 5, 6, 120 morts. Ce 3e régiment de tirailleurs a fait Cassino et Garigliano. Quand on a lu les morts, vous savez, un régiment, c'est 2500 bonhommes. Ils avaient laissé, ce régiment, il a laissé 3000 morts. Il était renouvelé à chaque fois. Et sur les 3000 morts, il y avait 250 Européens, qui est la proportion du Constantinois, puisqu'on était 1 pour 20 d'Européens. 1 pour 20. Il y avait, grosso modo, 50% de Chaouia, 30% de Kabyles, et le reste, c'était des Arabes. Comme c'était un tirage au sort,
les Chaouia. Ils partaient. Mais de bon cœur, du reste, ils partaient. Ils adoraient l'armée. Ils adoraient l'armée. Moi, quand j'étais au centre de sélection, qu'on les appelait sous les drapeaux, ceux qu'on réformait, ils s'en allaient au tirailleurs pour s'engager. Parce qu'ils avaient goûté une semaine de cantine d'armée française. Comme c'était la grande époque de la propagande, de Français de Dunkerque à Brasset. Donc, mais quand je le dis, les repas, vous y croyez pas. Le matin, ils avaient le choix entre café au lait et chocolat, avec 4 ou 5 pichocos, de la confiture, des pots de confiture. À midi, il y avait un hors d'œuvre, une viande, un légume, un fromage qui était les petits, la vache qui rit, et un fruit. Et le soir, ils avaient une soupe, une viande, un légume et un dessert. Pour des gens qui mangeaient de la viande 2 fois par an, je ne vous dis pas les problèmes qu'on avait, alimentaires. Parce qu'on avait installé des WC. Du reste, quand tu allais tout à l'heure en arrière à la toilette, la même chose, il y avait une vue comme ça, mais surélevée. Parce qu'on surveillait, parce qu'en plus de ça, il s'essuyait avec les cailloux. Jamais avec du papier. Donc on avait un tout à l'ego quand on était. Donc il y avait une sentinelle qui surveillait, et on leur donnait les rouleaux de papier hygiénique avec lesquels ils s'amusaient, qu'ils lançaient. Ils étaient à ce stade-là. Ils arrivaient, vous savez qu'on avait des moniteurs pour leur montrer comment on mettait un slip. Et moi, quand je suis arrivé là, après mon droit musulman, sur Sirésilie, après les barricades, après mon droit musulman est arrivé là, où on m'avait affecté pour eux, j'en étais malade. Je ne pensais pas que ces gens des montagnes étaient à ce stade-là. Ils étaient dans un état de dénuement total. Et je dis tout le temps, attention, les responsables, c'est pas les pieds noirs. C'est le gouvernement français. C'était lui. Quand il n'y avait qu'un docteur pour 40 000 personnes, c'est pas les pieds noirs qui nommaient le docteur. C'est le gouvernement français. Avec l'incompétence des gens. Parce que c'est toujours la même chose. Il y avait des administrateurs dans l'économie mixte. Il y en avait des bons et il y en avait des mauvais. Comme toujours, ça c'est l'homme. Hein. Bon. Mais à côté de ça, au-dessus, il y avait les préfets et les sous-préfets. Et l'incohérence de ces gens-là,